Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la fusillade qui a eu lieu à Collier Township aux États-Unis. Si jamais vous avez déjà vu ma vidéo sur l'attaque de l'école polytechnique, ça va y ressembler un petit peu parce que vous allez voir que finalement je vais pas tellement vous parler de la fusillade, mais beaucoup plus vous décrire le profil du tireur, à savoir ici George Sodini. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et ensuite c'est parti. Le 4 août 2009, à Collier Township, dans la banlieue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, George Sodini entre dans un club de fitness aux alentours de 20h15. Dans son sac de sport, Sodini cache au moins 2 pistolets, voire peut-être même 4 selon les articles, et il se dirige vers une classe où se déroule un cours d'aérobic féminin. Il entre dans la classe, pose son sac par terre, éteint les lumières de la salle, puis commence à tirer. George Sodini tirera 52 coups de feu avant de se suicider. 3 femmes perdront la vie dans cette attaque et 9 autres seront grièvement blessées. Les victimes s'appelaient Heidi Auvermier, de 46 ans, Elizabeth Gannon, de 49 ans, et Jody Billingsley, de 38 ans. George Sodini est né le 30 septembre 1960, il avait donc 48 ans au moment de la fusillade et il travaillait en tant qu'analyste développeur informatique chez le cabinet d'avocats K&L Gates. On connaît finalement assez peu de choses sur son enfance et toute sa vie, si ce n'est par les écrits qu'il a laissés lui-même et qui sont les choses sur lesquelles je vais principalement me baser dans cette vidéo. En effet, Sodini tenait un blog dans lequel il écrivait un peu tous ses états d'âme et puis il décrivait aussi ce qu'il appelait son plan d'évacuation. Ce sont des textes que vous pouvez retrouver assez facilement sur internet et dont je vais vous lire beaucoup d'extraits dans cette vidéo, donc vous allez avoir pas mal de lectures en fait de ma part. Et moi je me suis basée sur ce livre-là qui s'appelle Dans la tête des tueurs de masse, qui m'a été envoyé par Guylaine, donc je la remercie énormément parce que c'est en partie grâce à elle que vous pouvez avoir cette vidéo aujourd'hui. L'élément qui ressort principalement de cet ensemble de textes, c'est combien George Sodini semblait souffrir de son rapport aux femmes et surtout de ne pas réussir à établir une relation vraiment intime avec l'une d'entre elles. Comme d'habitude, bien entendu, je vous dis ça pas pour excuser son acte, mais plutôt pour essayer de le comprendre et de l'expliquer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que cette souffrance, elle semble avoir été le moteur, ou en tout cas l'un des moteurs du passage à l'acte de Sodini, puisque là on peut réellement parler de féminicide, c'est-à-dire que les victimes, elles ont été tuées parce que c'était des femmes. Sodini souffrait de solitude et il rejetait la faute sur les femmes, c'est-à-dire qu'il pensait que c'était elle la cause de toutes ces souffrances. Et comme les écrits de George Sodini parlent d'eux-mêmes, je vais vous en lire plusieurs passages et plusieurs extraits que j'ai sélectionnés. Voilà comment il commençait son journal de bord. George Sodini, 48 ans, 1m75, 78 kg, jamais marié. Pourquoi faire ça? Pour les filles, lisez ce qui suit. J'ai tenu un journal de bord qui contient mes pensées et agissements depuis que je me suis aperçue que ce projet commençait à traîner en longueur. 24 décembre 2008. Noël encore. Pas de copine depuis 1984. Le dernier Noël avec Pam, c'était en 1983. On se demande pourquoi. Je ne suis pas moche ou particulièrement bizarre. Pas de sexe non plus depuis 1990, j'avais 29 ans. Sans déconner. Ça fait plus de 18 ans. J'ai dû faire ça entre 50 et 75 fois dans ma vie. Commencer à penser aux femmes maintenant, ce n'est pas bon pour mes projets. 29 décembre 2008. Je suis pas mal en fait. Bien habillée, rasée de près, lavée, une touche d'eau de Cologne, et pourtant, 35 millions de femmes m'ont rejetée dans une période de 18 à 25 ans. C'est comme ça que je vois les choses. 35 millions, c'est une estimation, en gros, du nombre de femmes célibataires désirables. Un homme a besoin d'une femme pour avoir confiance en lui. Ça le booste pour son boulot, sa carrière, avec les autres hommes, et partout ailleurs, de savoir qu'il a quelqu'un avec qui passer la nuit, quelqu'un qui peut aussi être une amie.
Être seul si longtemps, c'est destructeur. Le 5 janvier 2009, voici ce qu'il écrit à ce qu'il pense à ce moment être la veille du jour de son passage à l'acte, puisqu'il avait décidé d'aller commettre la fusillade le lendemain, ce qu'il ne fera pas au final, mais ça on en reparlera après. Chaque soir, je suis seule et je vais me coucher seule. Les femmes étaient brutales avec moi quand j'étais jeune, maintenant ce n'est plus autant le cas, probablement parce qu'elles me voient comme un vieux parmi d'autres. Je vois partout des couples qui ont la vingtaine. Pourquoi est-ce que je devrais vivre encore 20 ans ou plus tout seul ? Travailler, rentrer à la maison, manger, faire un truc, aller au lit tout seul et recommencer le même programme le lendemain. C'est le syndrome d'Auschwitz. Avoir une telle habitude de la douleur qu'on finit par la trouver normale. Demain, je suis si impatient. 5 juin 2009. Je lisais des posts sur différents forums et il semble que de nombreuses adolescentes couchent fréquemment. Une fille de 16 ans raconte qu'elle fait ça 3 fois par jour avec son copain. Donc, au bout d'un mois, cette petite traînée a fait ça plus de fois que moi dans toute ma vie, et j'ai 48 ans. Une raison de plus. Merci pour que dalle, salope. Bye. Comme vous avez pu l'entendre, Sodini était vraiment obnubilé par l'idée de ne pas réussir à faire de rencontres, et dans ses écrits, il alterne un petit peu tout le temps entre le rejet de la faute sur les femmes et puis les remises en question. Il avait d'ailleurs assisté à des ateliers appelés TRA pour The Right Attitude Workshop, qui est en fait un espèce de groupe assez misogyne de conseils pour savoir comment aborder, comment draguer les femmes, comment leur parler. Il y a d'ailleurs plusieurs vidéos de ces ateliers-là qui sont sur internet où on voit Georges Sodini y assister, mais j'y reviendrai plus tard. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Déjà, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de souligner le fait que les femmes ne sont absolument pas responsables quand un homme n'arrive pas à se trouver de petite amie? Je ne pense pas. À la limite, ce qu'il faut questionner, ce sont toutes les injonctions de la société quant aux hommes et aux femmes et ce qu'on va décider comme étant valorisé et désirable. Mais en ce qui concerne Sodini, est-ce qu'il ne convenait pas objectivement aux critères de désirabilité actuels? Il avait un travail, il gagnait plutôt bien sa vie. Au niveau de son physique, il ne me semble absolument pas particulièrement hors norme. Bref, rien à ce stade qui puisse vraiment expliquer pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à plaire aux femmes. Maintenant, il y a quand même deux choses importantes à préciser à propos de Sodini qui peuvent peut-être nous donner des pistes d'explication quant à tous ces échecs-là. Premièrement, c'est un homme qui, à 48 ans, voulait absolument sortir avec des femmes bien plus jeunes que lui. Dans une vidéo qu'il a publiée sur internet, par exemple, il évoquait le fait qu'il était attiré par des femmes qui avaient généralement 10 voire 20 ans de moins que lui, et dans ses écrits, il n'arrêtait pas de parler des femmes ayant la vingtaine. Peut-être était-il resté un peu bloqué, coincé dans l'idée de reprendre ses relations au moment où elle s'était arrêtée, à ses 29 ans selon lui, c'est tout à fait possible. Et puis on comprend aussi que Sodini, il avait quand même de très nombreuses exigences. L'âge, donc, comme vous l'avez compris, mais aussi le physique. C'est quelque chose qui revient énormément, dont il parle beaucoup. Il parle lui-même énormément de la désirabilité des femmes, et puis il décrit souvent le physique de jeunes femmes qu'il trouve absolument superbes, que lui regarde, admire, bave dessus, alors que elle, finalement, ne prête pas vraiment attention à lui. Tout en même temps en gardant vraiment un espèce de mépris pour la gente féminine, les salopes dont il parle, et puis avec cette espèce d'obsession maladive pour quantifier le nombre de relations sexuelles par le passé. Deuxièmement, il est aussi apparu selon divers témoignages qu'il y avait de grosses différences dans ses relations aux hommes et aux femmes. Généralement, les hommes qu'il côtoyait avaient tendance à le décrire comme quelqu'un de très sympathique, d'agréable, le mec bien entre guillemets, tandis que les femmes à qui il parlait avaient tendance, elles, à décrire le creep factor, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans son comportement, dans sa façon d'être, qui les mettait mal à l'aise. Il semble assez évident que Georges Sodini perdait tous ses moyens dès qu'il se retrouvait face à une femme, et ça c'est quelque chose qu'on voit très très bien dans une des vidéos de l'atelier TRA dont je vous ai parlé, puisque finalement en fait dans cette vidéo on voit un exercice qu'il devait faire qui consistait tout simplement à dire bonjour, à saluer une femme. Donc en gros, il fallait être capable de se présenter et si possible de commencer à engager la conversation. Et autant on va voir certains hommes de l'atelier qui arrivent plutôt bien et qui réussissent cet exercice,
Autant Sodini, quand c'est son tour, on voit totalement qu'il est paralysé, il essaye de fuir la situation autant que possible, ou en tout cas être extrêmement timide et impressionné. Selon une des animatrices de l'atelier, Sodini était le plus studieux d'entre tous les élèves du groupe. Il était très silencieux et prenait beaucoup de notes. Alors qu'à la fin des ateliers, la plupart des hommes s'étaient détendus, Sodini était toujours aussi nerveux. Il y a aussi une employée du salon de bronzage où Sodini se rendait régulièrement qui a témoigné. Il n'avait pas l'air d'être une personne violente, il semblait plutôt être le type intello de la classe. Il était un peu bizarre, mais on n'arrivait pas à déterminer exactement pourquoi. C'était peut-être sa timidité, je ne suis pas sûre. Le 18 mai 2009, Sodini écrit dans son journal de bord « J'avais un rencard aujourd'hui, avec une femme que j'ai rencontrée dans le bus en mars. On est allés ensemble au 2 PPG Place pour déjeuner. Mon dernier rencard amoureux remonte au 1er mai 2008. Les femmes ne m'aiment tout simplement pas. Il y a 30 millions de femmes désirables aux États-Unis, c'est mon estimation, et je n'en trouve pas une seule. Aucune ne me trouve beau. » Bon, je pense que vous l'avez compris, l'un des facteurs qui a poussé George Sodini à commettre la fusillade de Collier Township, et à viser particulièrement des femmes, c'est toute cette frustration quant à sa vie amoureuse qui s'est cristallisée autour des femmes en général, qui représentaient pour lui la cause de tous ses malheurs. Mais il n'y a pas tout à fait que ça, parce que quand on lit le journal de George Sodini, on remarque qu'il fait très souvent allusion à sa famille, et notamment à son père, sa mère et puis son frère, avec qui il ne s'entendait visiblement pas du tout. Il parle vite fait de sa sœur, mais finalement il l'aborde très très peu, et voici comment il les décrit le 31 décembre 2008. « Mon père ne m'a jamais parlé, pas une seule fois, ou demandé des informations sur ma vie personnelle, ni même dit ce qu'il savait. Ça n'a été rien d'autre qu'un vague donneur de sperme. Maintenant que j'en suis au sujet de la famille et des gens que je côtoie, ce serait bien que je fasse un récapitulatif. Maman, the boss. Ne la contrariez pas, ou elle se mettra en colère et sera vindicative pendant des années. Elle pense qu'elle est normale. Très dominatrice. Il faut faire comme elle dit, et un point c'est tout. Aucune flexibilité. Un truc de contrôle et de pouvoir. Michael Sodini, un boss, mon frère. Toujours à emmerder les plus petits, 2 fois la carrure de la plupart des gens. Quand il emmerdait ou harcelait quelqu'un, c'était toujours une personne qui l'avait bien mérité. Tout tournait toujours autour de lui. Il adorait se moquer des mecs devant leurs copines, et plein d'autres conneries du même type. Le genre de mec qu'on adore haïr. Le plus grand trou du cul égocentrique que je connaisse. Le 23 juillet 2009. Merci maman et frangin, entre parenthèses de sang uniquement. Et papa, mon vieux, de m'avoir totalement ignoré pendant toutes ces années. Vous m'avez tous profondément aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. J'aimerais pouvoir retourner en 1975 et réparer tout ça. Ça ne marcherait pas. Ma grosse brute de frère continuerait à raconter ses conneries. Il faisait 2 fois ma carrure. Mais il ne s'en prenait jamais à des gars de plus d'1m75. C'est une chochotte en fait. Rappelez-vous bien de ça. Michael est mon frère. Entre parenthèses, nous avons des parents en commun, c'est tout. Et il se prend pour le boss. Je répète, j'insiste, c'est une grosse brute, même à 50 ans. Là, ce que George Sodini décrit, c'est un sentiment de rejet, de mépris de la part de sa famille et beaucoup de conflits qui remontent à quand même très très longtemps. Alors, il est assez difficile de savoir si ces sentiments-là sont légitimes, si Sodini a effectivement vécu des maltraitances ou des moqueries durant son enfance et toute sa vie. Sa famille a refusé de s'exprimer dans les médias, ou si c'était plutôt des idées un peu d'ordre de persécution, de quelque chose qui aurait un peu trait au psychotique. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que lui le ressentait et le percevait, et j'ai envie de vous dire que c'est, d'un point de vue psychologique en tout cas, le plus important. On n'a pas réellement besoin de connaître si les faits sont réels ou pas, s'ils sont vrais, mais ce qui nous importe, c'est comment est-ce que la personne, elle, les a vécus. L'autre point sur lequel je voudrais beaucoup insister parce que ça transparaît extrêmement fort dans les écrits de George Sodini, c'est toutes ses hésitations et finalement son ambivalence à l'idée du passage à l'acte.
L'ambivalence, c'est quelque chose de très différent du clivage, dont je vous ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, généralement à propos de tueurs en série. Pour petit rappel, le clivage, ça va être le fait de penser que la personne qui commet des crimes, c'est pas vraiment nous, c'est comme une autre partie de soi. Donc là, ça n'a absolument rien à voir. L'ambivalence, c'est quelque chose qui, je pense, est plus spécifique aux tueurs de masse, justement. Et en fait, c'est tout simplement le fait d'avoir comme une contradiction dans ses envies et dans ses désirs. Chez Georges Sodini, ça s'exprimait de façon assez éclatante par ce que lui considérait comme être un manque de courage. On sait qu'il envisageait de commettre cette fusillade depuis au moins 9 mois et qu'il s'y préparait régulièrement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait initialement prévu de commettre la fusillade tout début janvier, le 6 janvier 2009. Et d'ailleurs, ce jour-là, il avait écrit ceci dans son journal. « Je peux le faire. En quittant le travail aujourd'hui, j'avais l'impression d'être un zombie. Des mouvements mécaniques. Monter dans le bus, prendre la voiture, conduire jusqu'à la maison. Mon esprit est totalement niqué. Au travail, je n'arrive pas à me concentrer ni même à réfléchir. Ce journal n'est pas détaillé. Il est 18h40, encore 1h30. Mon Dieu, ayez pitié. J'aimerais que la vie soit meilleure pour tous et que ce monde de fous devienne plus doux. J'aimerais avoir des réponses. Adieu. Il est 20h45. Je me suis dégonflée. Merde. J'avais les armes chargées et tout. Merde. Dans les écrits d'après, pendant tous les mois qui suivent, il va à nouveau très souvent réexprimer toute cette ambivalence et il va d'ailleurs la verbaliser d'une façon que je trouve assez remarquable. C'est assez rare de voir des personnes qui vraiment mettent autant les mots sur ce genre de sentiments très contradictoires. À un moment par exemple, il va évoquer tous les plans de licenciement qu'il y a eu dans sa boîte. Il explique qu'il y a déjà eu 2 vagues avec beaucoup de personnes qui se sont fait virer. Et il écrit à ce moment-là, mot pour mot, « Je prévois de ne pas survivre au prochain licenciement. À ce stade, ça ne voudra plus rien dire de continuer. La vie en ce moment est supportable et je pourrais tenir indéfiniment. Quelque chose doit m'arriver. » Là, comme vous le comprenez, il pointe du doigt ce qu'on appelle l'élément déclencheur. Ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur les tueurs de masse. C'est un élément qu'on va retrouver très très souvent. En fait, si vous voulez, comme pour presque tous les passages à l'acte violent, on a généralement plusieurs facteurs qui vont s'accumuler et l'élément déclencheur, on le retrouve presque toujours dans les cas de fusillade et de tuerie de masse. C'est un petit peu, si vous voulez, l'élément qui sert de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut être plein de choses, ça peut être justement un licenciement, ça peut être une rupture amoureuse, une dispute, même quelque chose de beaucoup plus futile, mais ça va vraiment être ce petit moment qui fait tout basculer. Et là, si vous voulez, quand on lit ça, on voit très clairement Georges Sodini qui nous dit qu'il attend d'avoir un peu la bonne excuse pour trouver le courage, je mets des gros guillemets là-dessus, pour passer à l'acte. C'est un petit peu comme s'il attendait qu'il y ait une nouvelle chose un peu tragique qui arrive dans sa vie pour finalement, encore une fois, avoir cette bonne excuse de prendre les armes et d'aller tuer des gens. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'il faudra que je prenne les choses en main. Je n'ai pas d'enfant, pas d'amis proches ou de trucs comme ça. Seulement moi ici. Si vous ne possédez rien, vous n'avez rien à perdre. Et puis il cherche aussi d'autres moyens de se donner du courage. Il va par exemple expliquer que, alors qu'il avait arrêté de boire depuis près de 20 ans, eh bien il envisage de recommencer à prendre de l'alcool pour réussir à passer à l'acte. 5 mai 2009. Pour réaliser mon plan d'évacuation, j'ai pensé à picoler. Je veux faire ça avant d'être licenciée, pour des raisons qui ne méritent pas d'être mentionnées ici. Mais je crois que je n'ai pas les couilles. Après la gym, je me suis arrêtée à un shop and save et j'ai pris une flasque de vodka et une petite bouteille de Jack Daniels. J'en ai besoin pour le plan d'évacuation. Je vais en prendre de temps en temps, histoire de m'y habituer et de voir si l'alcool peut me donner du courage. Ce serait marrant d'essayer l'herbe à nouveau, mais je ne connais personne qui en a. Et par moments, si vous voulez, j'avais presque l'impression que Sodini déplorait le fait de ne pas aller suffisamment mal. Comme il l'avait dit, la vie est supportable en ce moment et je pourrais tenir indéfiniment. Et dans tout cet ensemble de textes, on sent qu'il y a des moments où c'est comme s'il commençait à aller mieux et des moments où il s'empêchait justement d'aller mieux. Par exemple, à un moment, il parle de la gym et de la musculation et il dit à quel point le sport lui fait du bien et l'aide à se sentir mieux.
Il parle aussi, il dit qu'il a croisé un de ses voisins qui était hyper optimiste, hyper enjoué, hyper positif. Et du coup il dit ben je vais arrêter de lui parler, je vais essayer de l'esquiver parce que j'ai pas envie que ça me déconcentre. Pareil pour les femmes, quand il dit qu'il va à la salle de sport et qu'il voit des jeunes femmes plutôt agréables à regarder, il dit que bah, il a pas envie de se laisser déconcentrer, il faut surtout pas que il commence à se faire un peu des plans et à s'imaginer qu'il pourrait se passer des choses parce que bah, ça risque de repousser son plan d'évacuation. Et justement, le 4 mai 2009, il résume extrêmement bien toute cette ambivalence lorsqu'il écrit « Ma vie est terminée. Pourtant, j'ai bonne allure. Je m'habille bien, je prends soin de moi. Ongles, dents, cheveux, etc. On ne sait jamais. » Georges Sodini a aussi posté 2 vidéos sur internet, il y a une visite de sa maison et une vidéo en facecam où il s'adresse directement à la caméra. Je sais pas exactement de quand datent ces vidéos, mais il me semble avoir compris qu'elles ont été filmées justement comme exercice en fait pour l'atelier Tehara Workshop. Et donc je pense qu'elles ont probablement été publiées courant 2008, un petit peu avant qu'il commence à écrire son journal de bord. Je vais vous mettre quelques extraits de la vidéo visite de la maison et puis la facecam tout en entier. Et vous allez voir que dans ces vidéos-là, on retrouve un petit peu tout ce que je vous ai décrit là, toutes les obsessions de Sodini, mais aussi son ambivalence d'une façon qui est quand même très limpide, je trouve. It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Take a long drive in the car, listen to some music, daydream, or just do some mundane task around the house that really doesn't need to be done, that's not too important. And there you go, one more day, and one more day turns into one more year. Now, RDS says that I have approximately maybe 15 more years to be successful at this. And when I heard that, I wanted to continue immediately to start moving on this. I didn't realize I had that much time. So what my objective is to be real and to learn to be emotional and to be able to emotionally connect with people. Because when I'm 10 to 20 years older than she is, she has to feel good about this thing. And the only way around that, is to work on this and perhaps STEM exercises or forgiveness exercises as per Hay or whatever else. I'm going to post this and see what comes back. This is my house from the street. Here is my car. I paid $79,000 for this in 1996. That's considered a lot, believe it or not. Here's my big screen TV, 32-inch. Computer is connected to the stereo, which I listen to my MP3s and everything else. Pan to the other side. Okay, couch and chair, they match. The woman will really be impressed. Okay, come over here. There's some reading material that we're all familiar with. Okay, it looks pretty clean. I'm sure she'll be impressed. Now this back bedroom I use just for storage. There's a lot of junk here. As we could see, bottles of cologne and spare change and shoebox full of old pictures and photographs and stuff. And I like here, you just come out here, there's a room with a view. My backyard and everything. Okay, let's go down the cellar. I put up all the paneling and the suspended ceiling. The shelves, I put all this up. It took a while to do it. It was worth it. Punching bag, just everything I need. Well, that about sums it up. Sachant tout ça, ça me semble assez impossible de ne pas faire de lien entre ce fameux manque de courage dont parlait Sodini, bref, toutes ces hésitations, son ambivalence et le fait d'avoir éteint les lumières au moment où il a tiré sur les victimes. Pour moi, Georges Sodini n'était pas complètement déterminé le 4 août 2009 lorsqu'il est rentré dans la salle d'aérobic et je suis assez persuadée qu'il y avait une part de lui qui n'avait pas vraiment envie de commettre ces meurtres. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'il est passé quand même à l'acte ?
Je vais pas pouvoir dans cette vidéo et je ne ferai pas un diagnostic psychologique ou psychiatrique, déjà parce que ce n'est pas ce que font les psychologues, et puis en plus parce que tout simplement il faut avoir réellement rencontré la personne et le patient, avoir pu échanger avec lui pour pouvoir le faire. Comme je vous l'ai dit, à un moment, on peut se poser la question, on peut se demander si éventuellement il n'y avait pas des idées de persécution d'ordre un petit peu psychotique, mais c'est pas réellement possible d'avoir une réponse claire et définitive à cette question-là. Par contre, ce qui est absolument sûr et certain, c'est que Georges Sodini, il souffrait de dépression très sévère. Et pour moi, c'est à cette dépression-là qu'on va pouvoir attribuer la cause de son passage à l'acte criminel. Je pense que Georges Sodini voulait absolument qu'on le remarque. Il voulait que les femmes le remarquent au moins une fois dans sa vie, et en même temps, il voulait leur faire payer de l'avoir ignoré jusque-là. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il a laissé tous ces témoignages écrits de son vécu, et d'ailleurs il avait assez conscience que ses propos risquaient d'être repris plus tard par des professionnels ou même par des personnes comme moi qui feraient une vidéo. Et la veille de la fusillade, il avait écrit: toutes les feuilles d'entraînement que j'ai laissées sur ma table basse ou les notes qui se trouvent dans mon sac de gym peuvent être publiées. Ça ne me gênera pas parce que bon, je serai mort. Il y a des gens qui aiment étudier ce genre de choses. Peut-être que ça donnera une idée de pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à faire quelque chose de leur vie. Peut-être que ça pourra bénéficier à d'autres. Et en ayant connaissance de tout ça, j'ai pas pu m'empêcher de faire un certain lien avec les propos qu'avait tenus l'intervenant lors des ateliers TRA Workshop. Je vous mets tout de suite quelques extraits. The second problem we're going to talk about is being scared. It's normal to be scared when you have been hurt by women in the past. The first woman that hurt you is your mother. The next one is usually a girl in first grade. I'm going to try to give you some balls, some steel balls, to go ahead and do it when you're scared. Courage is doing it when you're afraid. Love is the greatest thing on the planet. It's the most wonderful thing on the planet. It's worth living for, and sometimes it's worth dying for. Tous ces éléments, ils me font penser que la fusillade de Collier Township, elle était évitable si on avait pu détecter la dépression de Georges Sodini un petit peu avant et puis la prendre au sérieux, d'autant plus que tous les écrits là, que je vous ai cités jusque maintenant, qu'il a tenus sur un blog, ils étaient en ligne, ils étaient accessibles et surtout, il y avait le nom de Georges Sodini dans l'adresse URL de ce blog. La police a d'ailleurs, lors de l'enquête, essayé de chercher à savoir si certaines personnes avaient atterri sur ce site et l'avaient lu pour éventuellement pouvoir les poursuivre pour finalement une sorte d'implication, au moins dans le fait de ne pas l'avoir dénoncé aux autorités. Sauf que, est-ce que les autorités auraient vraiment été capables de prendre ce problème au sérieux? On peut vraiment en douter quand on sait que le 28 juillet 2009, soit vraiment quelques jours avant la fusillade, Georges Sodini avait été arrêté et questionné par la police parce qu'il transportait une grenade inerte sur lui dans un bus. Et donc il avait été interpellé pour ça et il avait été relâché presque immédiatement derrière. Ça signifie que les policiers n'avaient pas été capables de détecter la menace imminente que représentait Georges Sodini, alors comment est-ce qu'on aurait pu en vouloir à des internautes qui éventuellement auraient pu tomber sur ce blog de ne pas être alertés et de ne pas alerter les autorités? Pour en revenir à la dépression de Georges Sodini, je tiens à préciser que pour moi c'est quelque chose qui était vraiment très présent mais très ancien chez lui. Je situerais peut-être le début de cette dépression à plus de 20 ans avant le moment de la fusillade. Pourquoi est-ce que Georges Sodini n'a pas réussi à avoir de petite amie ou de relation avec une femme après ses 29 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est déroulé, qui s'est déroulé ou ne s'est pas déroulé, je ne sais pas, mais en tout cas il y a eu comme quelque chose qui a dû se casser à ce moment-là. La réponse n'est pas évidente bien sûr, mais peut-être qu'elle se trouve dans le tout dernier message qu'il a publié avant de partir à la salle de sport pour cette fusillade, puisque ce message se terminait par un petit paragraphe qu'il avait intitulé « Divers » que je vais vous lire. Petit 1. Probablement 99% des gens qui me connaissent bien ne pensent pas que je suis fou. Au moins 100 filles ou femmes m'ont dit au cours de ma vie que j'étais un chic type. Sans blague. Petit 2. Lee Anne Valdiceri a eu mon enfant début 1991.
Je ne l'ai pas revu depuis son 4e mois de grossesse. J'ai connu sa sœur Chris au lycée. Petit 3. Patrimoine fin 2008, environ 250 000 $ après dette. Petit 4. La mort est vivante. Quelque chose a probablement dû vous interpeller dans ce que je viens de vous lire, puisque j'imagine que vous vous rappelez ce que je vous ai lu tout à l'heure. Georges Sodini avait écrit « Je n'ai pas d'enfant, pas d'amis proches ou de trucs comme ça, seulement moi ici ». Alors, quelle est la vérité dans tout ça ? En faisant quelques petites recherches sur Google, on découvre que la dénommée Lee-Anne Valdizeri serait décédée en 2004. Elle était mariée et mère de 2 fils, dont l'un avait 18 ans au moment de la fusillade, soit l'âge précis qu'aurait dû avoir l'enfant dont parle Georges Sodini dans ce mot. Le jeune homme n'a pas voulu s'exprimer publiquement, mais par contre, son père lui a donné une interview dans laquelle il a déclaré que son fils avait découvert l'existence de Georges Sodini au moment de la fusillade, que c'est quelque chose qui l'avait forcément fait extrêmement flipper et qu'il avait refusé de faire un test ADN. Bref, on ne sait pas si ce jeune homme est effectivement l'enfant biologique de Georges Sodini ou pas. Encore une fois, la réalité et la véracité de tout ça n'est pas réellement importante. Est-ce que Georges Sodini pensait avoir un enfant dans la nature qu'il ne connaissait pas, ou est-ce que, je sais pas, il pensait que la femme en question avait avorté? Enfin, je ne sais pas, mais c'est assez étrange de voir que ce moment coïncide justement avec le moment où il n'a plus eu de petite amie, il n'a plus réussi à avoir de relations avec d'autres femmes par la suite, et je pense que même si lui n'a pas forcément fait ce lien, je pense qu'il doit y en avoir un. Voilà en gros tout ce que j'avais envie de vous dire sur le cas de Georges Sodini et puis de ce qui a pu se passer dans sa tête. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même aborder rapidement la question du féminicide et surtout de ce qu'on appelle le mouvement incel. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la fusillade de l'école polytechnique, je pense que vous avez peut-être noté un certain nombre de points communs entre le profil de Georges Sodini et entre le profil de Marc Lépine. Ce sont tous les deux des hommes qui ont décidé de prendre la vie de femmes tout simplement parce que c'était des femmes, pas parce qu'ils les connaissaient ou qu'ils les visaient personnellement, mais plutôt pour ce qu'elles représentaient. Et malheureusement, des hommes qui partagent une idéologie similaire, il y en a trop, beaucoup trop. Il vous suffit par exemple d'aller voir les commentaires sous les vidéos qui représentent Georges Sodini pour le constater. Je trouve ça extrêmement effrayant et affligeant. Et ces personnes-là qui échangent principalement leurs idées en ligne sur internet, eh bien on les appelle les incels. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je pense que c'est un sujet tellement complexe qui nécessiterait toute une vidéo à part entière pour vraiment bien l'aborder. Donc ici, je vais clairement pas pouvoir le faire, je vais simplement poser les bases, mais évidemment, ça ne sera pas suffisamment creusé par rapport à ce que je pourrais faire sur une autre vidéo. Le nom d'incel, il vient de la contraction de célibataire involontaire et il correspond à un groupe misogyne qui est essentiellement composé d'hommes. J'insiste vraiment sur le fait que je dis bien essentiellement, puisque effectivement on peut aussi retrouver des femmes dans ce genre de communauté-là. Car oui, les femmes misogynes, ça existe. Il y en a même certainement beaucoup plus qu'on ne le croit, étant donné qu'il y a beaucoup de stéréotypes et d'idées misogynes qui sont internalisées. Enfin bref, les incels, ils vont avoir tendance, exactement comme Georges Sodini, à blâmer les autres, et donc très généralement les femmes, pour leur célibat, mais aussi pour ce qu'ils vont considérer comme de la misère sexuelle. Si ce nom il a pu être donné à l'origine à beaucoup de mouvements de pensée assez différents, allant des plus bienveillants au pire, aujourd'hui les personnes qui se revendiquent incel, elles sont vraiment considérées comme extrémistes et suprémacistes masculinistes. On va retrouver certaines obsessions dans cette pensée, notamment sur le physique, puisque les incels sont absolument convaincus et persuadés qu'il y a un lien direct entre le degré de beauté d'une personne et sa capacité à trouver de potentiels partenaires, ce qui est une chose plus ou moins vraie mais assez discutable entre nous. Et puis évidemment la haine des femmes, puisque elles vont être tout le temps considérées comme inférieures aux hommes, que ce soit au niveau physique, on va penser qu'elles sont plus faibles, on va penser qu'elles sont moins intelligentes, qu'elles sont moins autonomes, etc. Enfin, tout ce genre d'idées-là.
De nombreux incels souffrent aussi de troubles de l'humeur, donc dépression et anxiété, qui vont former avec le sentiment de rejet et puis toute la frustration, une réaction de colère qui peut devenir vraiment très dangereuse. Bref, vous avez probablement dû reconnaître le portrait de Georges Sodini dans tout ce que je viens de vous décrire, et il faut savoir que malheureusement c'est une figure qui est assez admirée et vénérée chez les incels. Malheureusement, moi j'ai pas de solution miracle à proposer contre tout ça, je sais que c'est une conclusion qui va paraître pas très optimiste. Cela dit, je pense qu'il peut être important de surveiller les propos de ceux qui nous entourent parce que c'est en restant attentif qu'on peut éventuellement déceler quelque chose avant un passage à l'acte, d'autant plus que les tueurs de masse ont généralement tendance à appeler à l'aide d'une certaine manière avant de passer à l'acte. Donc d'être attentif et puis éventuellement si on voit qu'il y a peut-être un potentiel danger de le signaler ou en tout cas de tenter de le signaler. Je dis bien essayer parce que malheureusement aujourd'hui il y a encore beaucoup de situations qui vont pas être considérées suffisamment urgentes et dangereuses pour que la police intervienne. Mais ça malheureusement c'est pas vraiment de votre ressort à vous. Je pense que ce qu'il faut faire en tout cas c'est juste pas laisser passer. Donc si vous pensez qu'il y a quelqu'un, je sais pas, de votre travail ou dans votre entourage, genre dans votre famille et tout, qui peut avoir des propos qui vous semblent vraiment dangereux, que vous reconnaissez tous les symptômes de la dépression de quelqu'un qui finalement pense qu'il n'a plus rien à perdre, qui peut avoir envie de passer à l'acte de façon violente, de faire du mal à lui-même ou aux autres, il faut éventuellement le signaler. Parce que vous aurez rempli votre part de ce qu'il faut faire en fait. Si par la suite, derrière, il n'y a pas d'intervention, ce n'est pas de votre ressort, on vous demande pas d'être des héros, mais juste de ne pas laisser passer ces choses-là. Et si jamais vous êtes témoin de propos violents, d'incitation à la haine et de choses comme ça sur internet, donc de personnes que vous ne connaissez vraiment pas du tout, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme Pharos qui est la meilleure, sur laquelle vous allez pouvoir rapporter en fait et signaler ce que vous avez pu voir si éventuellement un jour vous tombez sur les vidéos d'une personne comme un peu Georges Sodini qui publie des propos qui vous semblent qui alerte quelque chose en vous, il vaut mieux signaler. Même si en fait finalement la personne n'était pas si dangereuse que ça, je pense que dans le doute il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, je pense qu'on en arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais dire à propos de Georges Sodini et de tout ce genre de mouvement là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, peut-être qu'elle vous aura donné envie d'aller voir d'autres vidéos, notamment celles où j'avais décrit de façon plus générale tous les processus et tous les mécanismes qui entrent en jeu dans le passage à l'acte chez les tueurs de masse. Je vous les mettrai juste ici si jamais ça vous intéresse d'aller les écouter. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.